France, hein, puisque le rapport de la Commission européenne est sorti la semaine dernière, celui que je voulais évoquer, et qui est un rapport assez violent, on peut le dire, sur l'économie française. En fait, il dit de manière très claire, et il détaille ensuite, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, le fait que la capacité de l'économie française à réagir à des chocs négatifs, des chocs adverses, est de plus en plus réduite. Et alors, on verra pourquoi, mais c'est une dynamique qu'on doit avoir en tête. On a déjà évoqué, pas exactement sous cette forme-là, mais ces questions sur... on a évoqué les questions liées au déficit extérieur, les questions liées aux marges des entreprises. Tous ces éléments-là sont repris dans le document et donc on évoquera cette question dans la deuxième partie. Alors, ce que je vous propose à nouveau, c'est n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir directement sur les problématiques macro diverses et variées qui peuvent vous intéresser. Alors, démarrons sur les éléments macro qui ont été publiés, et notamment cette dynamique chinoise. On a eu ces éléments sur le PIB chinois dans la nuit de dimanche à lundi en France, et on voit que il y a deux éléments. Le premier est que effectivement sur un an, ce sont les bâtonnets. On a un léger ralentissement de la croissance, hein, quand on compare le premier trimestre 2013 au premier trimestre 2012. Et donc ça, c'est un premier point. On est sur une dynamique un peu inférieure à ce qui était attendu de ce point de vue-là, hein, puisque c'était 8% qui était attendu après 7,9 au dernier trimestre 2012. Et en fait, on a un peu moins. Et quand on regarde la ligne, c'est la variation d'un trimestre sur l'autre. On est sur des niveaux assez bas, hein, de l'ordre de 6,5% en taux annualisé. Si vous regardez sur l'ensemble de la période, 6,5, c'est ce qu'on a eu au tout début de l'année 2009, c'est en période de ralentissement assez fort. Donc on a un environnement qui n'est pas aussi robuste que ce que certains souhaitaient sur l'économie chinoise. Hein, on avait évoqué cette question il y a 3 semaines en parlant des indicateurs d'enquête, 15 jours ou 3 semaines, des indicateurs d'enquête qui montraient qu'effectivement la situation s'améliorait en Asie, mais sans excès. Eh bien, on a une confirmation de cette perception d'une activité qui s'améliore, mais sans excès par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, par rapport à ce qu'on connaissait par le passé. Il suffit de regarder la hauteur des bâtonnets sur ce graphique pour se rendre compte que l'activité peut être beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide. Alors, est-ce que c'est cet élément qui est à la source de la chute de l'or, hein, c'est un des points majeurs depuis 3-4 jours, c'est le repli très significatif qu'on a eu sur l'or. Est-ce que c'est ce choc sur la croissance? Je veux dire, finalement, la croissance est très limitée et on rentre dans une logique où il n'y aura sûrement pas beaucoup d'inflation, il n'y a pas beaucoup de tension, et donc l'or perd son statut. Est-ce que c'est lié, si on ouvre la question, est-ce que c'est lié à des facteurs de vente d'or, de Chypre, etc. Ça me paraît un peu moins probable. Donc il y a probablement un élément fort de cette conjoncture sur l'économie globale. Et donc une réévaluation du profil de croissance. Il sera intéressant d'observer, on va l'avoir en fin de semaine, ce qui sera dit de ce point de vue-là à la réunion du FMI, hein, puisqu'on a la réunion cette semaine, et de voir comment les choses sont mises en perspective, et voir comment effectivement la situation asiatique est prise en compte. Alors, un des aspects préoccupant de cet environnement chinois, c'est l'investissement qui ne rebondit pas. On sait que l'économie chinoise, les autorités chinoises veulent réallouer davantage vers la consommation, mais
l'investissement a eu un rôle toujours important. Et là, on sent que c'est une dynamique un petit peu plus réduite et sur laquelle il faut être attentif. On sait que dans la décomposition de cet investissement, celui lié à la production est à une allure assez fragile. Et c'est ça qui, dans cette situation, me préoccupe là tout de suite très, très rapidement, parce que c'est une absence de main de sources de productivité. Et c'est un des points sur lesquels il faut être attentif. Alors, j'ai regardé ça, mais j'ai pas regardé, je l'ai pas en tête, la composante liée à l'immobilier. Ça, je regarderai de manière plus précise cette question, parce que c'est un des aspects, une des inquiétudes qu'il peut y avoir sur l'économie chinoise aujourd'hui. Mais j'avoue que je l'ai un peu zappé. Alors, autre point intéressant sur l'économie chinoise, quand on reprend, juste quand on reprend les données qui ont été publiées hier matin, donc on a le PIB, on a l'investissement, les ventes de détail sont assez proches de ce qui était attendu, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de rupture. Par contre, ce qui est préoccupant, c'est la baisse très significative de la production industrielle en mars à 8,9%. Donc on est sur une situation, un environnement qui reste plutôt fragile sur l'économie chinoise. Hein. On a alors j'ai pas mis le profil de la production industrielle parce que j'ai quelques soucis de données, mais globalement on est sur des niveaux assez bas. Et ces niveaux assez bas vont se traduire, vont se refléter dans une évolution très limitée du PIB. Hein. On a une corrélation assez forte. Et donc, si on ne décolle pas, si on reprend un petit peu on veut donner un peu de perspective, si sur les indicateurs PMI, on ne décolle pas par rapport aux chiffres qu'on a récemment, eh bien, la production industrielle ne va pas s'accélérer. Et donc, il ne faudra pas attendre l'amélioration substantielle du PIB. Et donc, on sera peut-être amené à réviser. On est autour de 8%, à réviser un peu à la baisse les prévisions de croissance du PIB chinois sur l'année 2013. On n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête. Alors, juste un aspect quand même, je parlais de l'or, mais on peut parler aussi des matières premières, notamment du pétrole. Est-ce que c'est ce facteur-là qui a déclenché le repli assez significatif du pétrole hier? Peut-être. Ça me paraît plus crédible que sur l'or. Mais là, si on rentre dans cette dimension, il y a un côté autorégulateur intéressant parce que la baisse du prix du pétrole aura un impact sur les comportements. Il resolvabilisera un certain nombre de comportements. Et ça pourrait être quelque chose de plus favorable. Alors, on ne tombera pas à 40 $ spontanément, mais ça redonne des marges de manœuvre. Et de ce point de vue-là, finalement, ce signal de l'économie chinoise n'est pas forcément quelque chose de dramatique si ça permet effectivement une resolvabilisation du consommateur, de l'entreprise, et finalement d'être un choc positif sur les comportements d'entreprise. L'autre point que je voulais souligner, c'est l'évolution du commerce extérieur, parce qu'on a eu un chiffre négatif au mois de mars. Alors j'ai fait un papier dessus qui est sur le blog, mais je voulais juste mettre l'accent sur ce qu'on observe depuis 4 années, hein, ici, là, et encore ce mois-ci, c'est que chaque sortie de période de Nouvel An chinois est une période de déficit extérieur. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. La surprise, c'est que c'est peut-être pas assez important, mais vous voyez que dès le mois d'après, on retrouve une dynamique positive. Alors modérée ici, un peu plus forte ici, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas le sentiment que cet environnement, cette dynamique-là, soit cassée. Mais il n'empêche qu'il faudra être très attentif parce que quand on regarde les exportations, vous avez en bleu l'évolution mensuelle des exportations. Alors vous avez 2 mois, janvier-février, qui sont en forte hausse, et puis mars qui ralentit significativement.
Donc il va falloir être attentif à cette problématique-là. Le sentiment est que janvier-février était bien trop important par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'observer, et donc on va revenir probablement dans cette zone-là, vers une dynamique où la Chine ne contribue pas de façon spectaculaire à la croissance du commerce mondial. Et si on regarde le détail, eh bien on s'aperçoit que ici, l'effet contagion de la stabilisation de l'économie chinoise a joué à plein sur les pays asiatiques, hein, ça a donné du dynamisme à ces économies-là. C'est peut-être en train de s'estomper, ça va être un des points importants à souligner. Mais on constate que, que la zone euro et que l'Europe et les États-Unis ont des contributions qui restent très modestes ici, et donc une situation où l'Europe et les États-Unis continuent de peser sur l'activité chinoise. C'est un point qu'il faut conserver à l'esprit, qu'il faut souligner, parce que ça veut dire que cette économie chinoise ne bénéficie pas des soutiens qui étaient les siens. Hein. Quand on regarde sur la période d'avant-crise, on avait des contributions américaines ou européennes qui étaient extrêmement fortes. C'est plus le cas du tout. Et dernier point sur l'économie chinoise, j'ai mis ici la dynamique d'importation du pétrole, et on voit depuis plusieurs mois maintenant que la dynamique interne reste très modeste sur cette économie chinoise, et donc la demande de pétrole est modeste, donc la demande interne n'est pas très robuste. On a ici une illustration de ceci. Donc ça veut dire que l'effet d'accélération des importations qu'on a vu au mois de mars était un effet de rattrapage, ce qui a généré ce déficit du commerce extérieur chinois. C'est un effet de rattrapage et qui ne sera pas forcément durable compte tenu de l'absence de robustesse de la demande intérieure. Donc on va retrouver, à mon sens, très vite, dès le mois d'avril, un surplus extérieur significatif en Chine. Autre point sur l'inflation chinoise, là-dessus il n'y a pas grand-chose à dire. L'inflation est revenue à 2%, on était à 2,8 ou 2,9, j'ai un petit doute sur le chiffre, 2,1 ici et 2,8. Voilà, mais c'est lié à l'alimentaire. On avait une tension au moment du Nouvel An chinois, c'est toujours un peu la même chose en début d'année sur l'Asie. Ce que ça traduit quand même, c'est que sur cette partie bleue ici, on ne perçoit pas, quel que soit le type de bien, on ne perçoit pas de tension particulière, une demande qui serait très robuste, très dynamique, et qui créerait des pressions particulières sur les prix. Donc là-dessus, ça laisse des marges éventuellement à la Banque centrale. La Banque centrale qui a joué le jeu, qui a relancé, qui a mis des liquidités depuis l'automne, qui veut les contrôler maintenant, mais qui a des marges, hein, qui n'est pas obligé de resserrer très vite parce qu'il n'y a pas d'inflation. Je rappelle qu'on est à 2,4% d'inflation sur le premier trimestre, hein, en moyenne sur les 3 premiers mois. L'objectif de la Banque centrale, c'est 3,5. Hein, donc il y a encore un peu de marge, et s'il y a des marges, eh bien on peut les exploiter éventuellement. Du côté américain, on a eu la principale donnée cette semaine, c'était les ventes de détail, alors qu'ils sont en repli quand on regarde l'indice global, repli quand on regarde les progressions, l'évolution de l'indicateur core, hein, sans l'automobile ni l'essence, hein, qui sont deux indicateurs parfois très volatiles. On voit qu'on est à moins 0,10. Alors, est-ce que c'est un changement de régime majeur sur l'économie américaine ou pas? Pas sûr. Hein, moi j'en suis un fervent soutien dans le sens où on a probablement une économie américaine qui au printemps sera un petit peu molle, mais est-ce que le chiffre là le montre? Pas sûr. Pas sûr parce que il y a une étude qui est sortie de la Deutsche Bank qui incite à être très attentif à ce qui s'est passé au mois de mars aux États-Unis, où il a fait très froid. Et quand on regarde ce graphique, alors ce que dit la Deutsche Bank, c'est que ça a pu avoir un effet
négative sur l'emploi, sur les créations d'emplois, et ce serait une des raisons pour lesquelles la dynamique d'emploi a été beaucoup plus faible que ce qui était attendu. Ça peut être un élément d'explication. C'est parfois évoqué, ça peut avoir du sens si ce mois sort des critères de désaisonnalisation habituels, hein, si on va au-delà de s'il fait trop froid, etc. Et là, quand on regarde le graphique, eh bien, on s'aperçoit que ce qui est pénalisant dans la consommation des ménages au mois de mars sont les grands magasins. En d'autres termes, vous savez qu'aux États-Unis, quand on va faire des courses, on va se balader souvent dans des malls, ces espèces de grands centres commerciaux à l'extérieur des villes où vous trouvez toutes sortes de choses. Et quand il fait très froid, vous avez tendance à y aller un peu moins. Et c'est probablement un des éléments d'explication de ce repli de la barre jaune ici. Donc n'interprétons pas de façon excessive ce chiffre des ventes de détail du mois de mars. Il peut y avoir cet effet particulier lié au climat. Donc on va regarder, on va attendre le mois d'avril. Alors c'est pas qu'il faille systématiquement attendre le chiffre d'après pour juger, mais là on peut avoir une explication. On constate néanmoins que toutes les autres dépenses restent assez réduites, et notamment les ventes par correspondance, qui avaient progressé très, très vivement les mois précédents et qui là s'estompent. Et s'il y avait un signal de fragilité des dépenses de consommation des ménages, c'est par ce biais-là qu'il faudrait le voir et se dire que si effectivement il a fait froid, les gens ne sont pas déplacés, ils auraient pu acheter par correspondance, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà, on est dans cette situation d'interrogation profonde sur l'économie américaine et sur la dynamique de demande de cette économie américaine. L'autre aspect sur la demande, c'est le niveau des indicateurs d'enquête. Hein, c'est le deuxième élément fort qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis. C'est l'évolution de l'enquête du Michigan, et on voit que on retombe sur quasiment 1 point d'écart par rapport au... Je vais mettre mon joli truc, voilà. Par rapport à la moyenne. Hein. On est à un écart type en dessous, hein, on est ici. Ça veut dire que globalement, on est dans les limites basses généralement observées de cet indicateur. Hein. Plus ou moins un écart type, ça fait que vous êtes dans la zone des 70%, à peu près, autour de la moyenne. Donc les points au-delà, les 15% de chaque côté, en haut ou en bas, sont des points plutôt rares. Et voilà, on est à la limite ici. Donc on ne perçoit pas du côté des ménages quelque chose de très robuste, et leur capacité, leur souhait, leur possibilité de se projeter très fortement vers l'avant. C'est ça le point qu'on constate aussi dans l'enquête du Conference Board, c'est que les ménages ont du mal à se projeter à 6 mois, ils sont toujours très, très hésitants, et là c'est très clair dans l'enquête. Si on regarde le détail de l'enquête du Michigan, on a cette dimension-là qui joue très fortement, et cette inquiétude sur l'évolution que pourra avoir leur revenu. Alors, autre élément que je n'ai pas mis sur l'économie américaine, c'est l'évolution de l'Empire State Index. Il y a la première enquête du mois d'avril sur l'activité, et qui est en léger repli. On n'a pas, et voilà, on peut trouver des explications à chaque donnée, hein, comme on le faisait sur les ventes de détail précédemment, mais on constate quand même que sur les données de mars, les données d'avril, les enquêtes, celle-ci, celle de l'Empire State, eh bien, la dynamique s'estompe, s'essouffle un peu, et ça permet de rebondir sur la discussion qu'il y a eu la semaine dernière sur les minutes de la Fed. Vous savez que la Fed a publié ses minutes, et ce qui ressort, ce qui est ressorti un peu partout, c'est de la discussion très, très forte qu'il y a sur est-ce qu'il faut arrêter le QE ou pas. Ça, c'est la grande question. Alors, je rappelle l'élément un peu technique, mais non négligeable, c'est que la plupart des opposants au QE sont dans le comité de politique monétaire, mais sont dans la partie des non-votants. Et donc, ils ont plus de liberté de propos que s'ils étaient dans la partie du comité qui vote, et qui généralement se conforme assez vite, assez bien
à ce qui est souhaité par le patron, c'est-à-dire par Bernanke. Donc, comme ils sont pour la plupart hors du périmètre qui vote, eh bien, ils ont une liberté de parole un peu plus forte, et c'est une des raisons pour lesquelles on les voit. Alors, ce qui est intéressant dans les minutes, c'est que les types nous disent, oui, comme l'activité est bonne, il va falloir arrêter le QE. Si effectivement on a cette cyclicité que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire un automne et un début d'hiver assez fort et puis un printemps assez mou, c'est ce que j'évoquais à l'instant en disant que les années de mars et d'avril étaient un petit peu moins bonnes, eh bien cette question d'arrêt du QE ne sera plus à l'ordre du jour spontanément. Ça va être un des aspects majeurs. C'était la grande discussion, c'était de dire, voilà, il faudrait arrêter le quantitative easing avant que ça ne crée des déséquilibres qui seront difficilement maîtrisables. Bernanke a dit non, on continue, et clairement ils vont continuer tant que l'activité restera fragile. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le jour où ils arrêtent le QE, eh bien, implicitement ils remontent les taux d'intérêt, parce que les investisseurs, quand ils vont arrêter le QE, vont interpréter ça en disant la situation est aujourd'hui beaucoup plus robuste sur l'économie américaine, puisqu'on arrête le QE, et si elle est plus robuste, eh bien, très rapidement, même si on ne sait pas très bien à quelle date, très rapidement, la Fed remontera ses taux, et donc, moi, investisseur, j'en tiens compte, et donc, je prends une prime et je laisse les taux longs remonter. C'est le risque qui est posé, et la question derrière est de savoir si effectivement l'économie américaine sera capable de supporter ce choc ou pas. Ça va être un des points importants. Est-ce que s'il y a une remontée des taux, est-ce que l'économie américaine sera suffisamment robuste? Et c'est un des points sur lesquels Bernanke et d'autres sont attentifs, parce que ils ont en tête ce qui s'était passé en 1938 et une remontée un peu trop rapide, un durcissement un peu trop rapide des politiques économiques, ce qui s'était traduit par un ralentissement rapide de cette économie américaine. Elle avait rebondi à partir de 1933, et puis là, en durcissant les conditions, elle s'était essoufflée, et le risque, c'est de se retrouver dans le même type de situation, et ça, Bernanke veut absolument l'éviter. C'est pour ça que, à mon sens, il ne va pas se précipiter pour durcir le ton sur la politique monétaire. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur les minutes. Il y a encore de la controverse. Je suis persuadé que la prochaine fois, il y aura un petit peu moins de controverse, compte tenu de la dynamique d'activité un peu moins brutale, un peu moins vive que l'on observe aujourd'hui sur l'économie américaine. Voilà, ça c'était la partie US. Sur la partie, alors juste un chiffre sur l'Inde. Pourquoi je mets l'Inde? Parce que d'abord c'est un pays important, et puis d'autre part c'est un pays émergent qui n'est pas trop ouvert, mais un petit peu, et qui subit la contrainte d'un commerce extérieur, d'un commerce mondial pas très dynamique, et qui pèse très lourdement sur sa production industrielle. On voit une production industrielle qui est aux alentours de zéro, ce qui n'est pas très rapide, et une inflation qui ralentit de façon significative. On a eu le chiffre de mars hier, et on voit bien la ligne violette ici qui ralentit, ce qui va donner tous ces éléments, peu d'inflation et une activité modeste. Ça va donner des marges de manœuvre à la Banque centrale, à la RBI, pour abaisser ses taux. Donc là-dessus, on devra avoir ce type d'opération, même si à chaque fois qu'on regarde la RBI, les gens nous disent non, ils n'iront pas plus loin. Globalement, il n'y a pas d'activité et l'inflation ralentit, donc ça donne des marges à la Reserve Bank of India pour baisser ses taux. Donc là, on attend quelque chose. Et ça veut dire que même dans les pays émergents, la dynamique est désormais très fragile et donc nécessite des mesures de soutien de l'activité. C'est le cas en Inde de manière très directe. Si on regarde les indicateurs de production industrielle qui sont sortis la semaine dernière, alors que j'ai pris ici en base 100 au premier semestre 2008, ça c'est une configuration à laquelle vous êtes habitués,
je liste sur 3 mois pour éviter les fragilités, enfin la volatilité des séries. Ce qu'on constate, c'est que sur la zone euro, sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, sur la France, et même pas tout à fait sur l'Italie, on a une stabilisation et un acquis qui est légèrement positif sur le premier trimestre, ou proche de zéro, mais on n'est plus dans les ruptures, contrairement à ce qu'on observe en Espagne, qui est la courbe en rouge tout en bas qui continue de chuter. Et donc, on a des éléments de stabilisation sur janvier-février, quand on regarde la production industrielle. Alors, attention à ces problématiques, attention à ces évolutions, parce que les enquêtes qui sont menées se dégradent très rapidement au mois de mars, et je ne suis pas sûr que l'on puisse prolonger ces lignes à la hausse, parce que on l'a vu en France, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Espagne aussi, on l'a vu pour la zone euro. La dynamique des commandes est fragile, médiocre, et cette dynamique des commandes est généralement assez bien, la dynamique des commandes dans les enquêtes PMI est généralement assez bien corrélée avec l'évolution à court terme de la production industrielle. C'est très vrai pour la zone euro, c'est un petit peu plus flou parfois sur les autres indicateurs, sur les autres pays, mais là on a quelque chose d'assez robuste, d'une demande qui ne rebondit pas de façon significative, même à l'export. Et donc là-dessus, il faut être très attentif, et on a peut-être un peu mangé notre pain blanc sur les premiers mois de 2013, quand on regarde l'activité industrielle. Si on regarde la situation allemande, et c'est ce que je voulais évoquer aussi, c'est vous avez en bleu ici l'évolution des commandes à l'export. Vous voyez qu'on a eu sur la fin d'année un rebond très significatif et qui s'estompe. Vous avez en violet les exportations allemandes en variation sur 3 mois. Donc il y a une assez bonne corrélation, même si ici c'est un peu détendu comme évolution. Mais on n'a pas de signaux d'accélération brutale, forte et durable des exportations allemandes. On va avoir plutôt une stabilisation des indicateurs, mais pas plus, et donc pas d'impulsion très, très forte en Allemagne en provenance de l'extérieur. C'est un des points sur lesquels on doit être attentif, parce que globalement, c'est la source habituelle de croissance de l'économie allemande, et là, elle est un petit peu absente. Alors, si effectivement cette situation se prolonge, il serait intéressant de voir quelle pourrait être la réponse d'Angela Merkel à cet environnement. J'ai mis ici l'évolution du commerce extérieur français. Alors, ce sont des données mensuelles. Vous avez en violet l'évolution du solde extérieur français. Vous voyez que depuis 2003, il est systématiquement négatif, 2004 plutôt, et là on est aux alentours de 6 milliards de déficit. Une grande partie s'explique, l'essentiel s'explique par le solde énergétique qui est en vert, et on voit que le solde hors énergie est presque stable, parfois un peu positif, parfois un peu négatif, mais en moyenne il est assez proche de zéro. Et alors c'est ici aussi une traduction de perte de compétitivité, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant ou ailleurs, je ne sais plus, mais les exportations n'ont qu'une vertu, hein, c'est de pouvoir acheter ce qu'on n'est pas capable de produire, et donc ça comprend aussi les importations d'énergie. Et donc là, on a une mesure très, très directe du manque de compétitivité des produits français. Mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la note de la Commission européenne. Sur l'inflation, rien à dire, il ne se passe rien. La baisse du prix du pétrole contribue de plus en plus faiblement à l'évolution de l'inflation, et donc le gap avec l'inflation sous-jacente, ici hors énergie et produits alimentaires, se réduit de façon significative. Si on regarde la France, donc on est à 1%, on a eu le chiffre de la zone euro définitif, on est à 1,7, ça a quasiment la même allure, donc on est sur quelque chose où l'inflation n'est pas un souci majeur. Alors peut-être que c'est ça aussi l'explication du ralentissement, de la baisse du prix de l'or. Je suis pas sûr, je pense que là-dessus sur le prix de l'or, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut, comme on a mis tout ce qu'on veut quand c'est parti à la hausse.
Donc voilà, c'est cette problématique-là qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le risque d'inflation est réduit, et si le pétrole restait comme il l'est à 100 $ ou un peu en dessous de 100 $, eh bien on ne peut pas exclure que le taux d'inflation devienne négatif. Donc ayons bien ça en tête aujourd'hui, parce que 100 $, ça veut dire qu'on est plus bas que ce qu'on avait observé l'année dernière, et donc la contribution sera légèrement négative. Est-ce que le reste pourra compenser? Peut-être pas, mais ça veut dire qu'on rentrera certainement, que ce soit sur la France ou sur la zone euro, sur des taux d'inflation qui vont être très faibles et sur lesquels on peut s'interroger quant au risque de déflation. C'est un aspect. Alors, je vois que on vient de me communiquer les mises en chantier à 7%, plus de 7% aux États-Unis, c'est bien. Il faudra regarder le détail entre la partie maison individuelle et condominium, parce que souvent la volatilité vient des condominiums, c'est-à-dire des immeubles. Mais c'est un chiffre intéressant après le NAHB qu'on a eu hier, l'indice des constructeurs de maisons qui s'infléchissait. Donc c'est pour ça que si ce sont les condominiums qui ont progressé, ça veut dire que et si les maisons individuelles sont infléchies, on a quelque chose de cohérent avec l'indicateur NAHB. On regardera ça tout à l'heure. Et puis, donc voilà, j'ai mis ici l'indicateur, les indicateurs sous-jacents en Europe, puisqu'on a eu les chiffres. Au moment où j'ai fait le graphique, j'avais pas l'indicateur de la zone euro. Vous voyez, à l'exception de l'Espagne, où il y a des effets fiscaux qui jouent, tous les taux d'inflation sous-jacents sont à des niveaux relativement bas et ne laissent pas craindre une reprise de l'inflation terrible. Et puis pour finir, deux indicateurs. Le premier sur l'emploi en Grèce, juste pour visualiser l'impact très spectaculaire de l'ajustement grec. On est à moins 21% sur l'évolution de l'emploi par rapport au point haut d'octobre 2008. C'est-à-dire que l'emploi a baissé d'un cinquième, ce qui est absolument considérable. Et donc vous avez soit à gauche sur l'échelle en milliers, on était à un peu plus de 4,5 millions de salariés, on est à un peu plus de 3,6 millions aujourd'hui. La baisse est considérable, et vous avez sur l'échelle rouge à droite l'évolution en pourcentage par rapport à ce point haut d'octobre 2008, et vous voyez que le mouvement est assez spectaculaire. Alors après, on a eu la semaine dernière les coûts salariaux, l'évolution des coûts salariaux, et je me suis demandé, parce qu'il y a eu un post de Krugman sur son blog disant ouais, ça marche pas en Europe, les coûts salariaux augmentent. Et alors c'est vrai qu'ils augmentent, mais je me suis demandé, est-ce que relativement à la zone euro, et quand on les met en regard de l'évolution du chômage, est-ce qu'il y a une cohérence ou pas? Et donc c'est ce que j'ai fait. Ici j'ai mis l'évolution des coûts salariaux entre 2008 et 2012, dont j'ai retiré l'évolution moyenne liée à la zone euro. Donc ça permet de distinguer un peu plus facilement, de discriminer un peu plus facilement entre les pays. Et puis j'ai fait la même chose sur le taux de chômage, 2012 par rapport à 2008, j'ai pris les chiffres moyens, et on voit qu'il y a quand même à l'exception de l'Espagne qui est ici, on voit qu'il y a une relation entre les deux, c'est-à-dire que quand le taux de chômage augmente, effectivement, les coûts salariaux ont tendance à diminuer. C'est assez logique, mais ça veut dire que les processus de dévaluation interne qu'on observe et qui étaient souvent évoqués par les économistes fonctionnent à peu près, mais ce qu'on observe aussi, c'est que c'est très long et que c'est probablement pas très efficace si on veut relancer à court terme. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer, mais ça marche assez bien. On voit que néanmoins des pays comme l'Italie, il ne se passe rien. Les évolutions en Italie sont conformes à ce qu'on observe en zone euro. C'est presque pareil pour la France. Et puis pour les pays pour lesquels le taux de chômage a baissé, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Luxembourg,
même relativement indépendamment du relatif à l'Europe, eh bien, on a c'est le cas du Luxembourg, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Autriche, on a des coûts salariaux qui augmentent très, très légèrement par rapport à la moyenne européenne. Donc tout ceci est assez logique, ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien, mais on a des ajustements qui sont assez habituels. Donc voilà ce que je voulais évoquer sur l'aspect conjoncturel, sur l'économie française. Alors, quelques éléments, trois choses encore. Le ZOO allemand, j'avais oublié, repli, pour l'instant, c'est conforme à ce qu'on avait vu sur le PMI, c'est conforme avec l'IFO, ces deux indicateurs étaient pour le mois de mars, là le ZOO arrive avec un peu de retard. Alors, sur la France, que dit la Commission? Le principal message, il est là, en haut à gauche, c'est la résilience de l'économie française face au choc externe s'estompe. C'est ça l'élément majeur. En d'autres termes, quand on subit un choc, notre capacité à réagir et à s'y adapter est de plus en plus réduite. C'est ça l'élément majeur. Ça veut dire que, eh bien, on n'a plus les capacités de répondre à ces chocs négatifs. Alors, une mesure de ce manque de résilience, de ce changement d'attitude, de manière récente, c'est l'évolution qui est montrée sur la droite, sur le graphique, où vous avez, quand on regarde l'indicateur en orange, qui est la balance commerciale, eh bien vous apercevez qu'on était très largement excédentaire à la fin des années 90 et que depuis 2005, eh bien la balance est devenue déficitaire et qu'elle est aujourd'hui, qu'elle était en 2011 aux alentours de 2%, elle est à peu près à ces mêmes niveaux en 2012, donc des chiffres qui sont extrêmement préoccupants. Et vous avez associé la courbe marron qui est ici, voilà, qui est ici, et qui reflète l'endettement extérieur. Ça veut dire que l'endettement s'accroît, l'endettement extérieur s'accroît et représentait en 2011 36% du PIB. Donc on a une dynamique qui est simple. Hein. Quand vous avez un solde extérieur, un compte courant qui est systématiquement déficitaire, eh bien vous êtes obligé de soit de puiser dans vos réserves pour le financer, soit vous endettez. Et clairement aujourd'hui la France a tendance à s'endetter pour payer ses réserves. Alors la question qui est posée, c'est qu'est-ce que ça reflète? Eh bien, ça reflète à la fois des pertes de marché, les deux éléments étant concurrents hein, et jouant en même temps, des pertes de parts de marché et des pertes de compétitivité. Alors, si on regarde les parts de marché, vous avez à gauche ici l'évolution des parts de marché des différents grands pays de la zone euro, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Vous voyez que chacun perd un petit peu, c'est normal. Hein. On a vu sur la période l'arrivée de la Chine, notamment sur le marché des biens, et donc chacun perd forcément, hein, puisque la Chine prend de la place, et la Chine et quelques autres prennent de la place, et donc on perd forcément tous un peu de part de marché. Ce qu'on observe, c'est que la perte de part de marché pour l'économie française est forte, comparable d'ailleurs à celle de l'Italie. Mais graphique de droite intéressant, parce qu'on l'avait évoqué il y a très longtemps, je sais plus, on avait évoqué ça en disant la France a un problème sur l'industrie, on ne peut pas rattraper le modèle allemand. C'était une discussion qu'il y avait eu sur le modèle allemand, et on ne peut pas rattraper spontanément le modèle allemand, développons les services. Et effectivement, je suis assez content de voir ce graphique, parce que globalement, on est une économie de services, et sur l'économie des services, on gagne des parts de marché. Donc ça veut dire que toutes les histoires sur vite faisons de l'industrie, c'est probablement pas la bonne histoire à raconter sur l'économie française, parce que là-dessus on perd beaucoup de parts de marché, alors que sur les services on en gagne. Donc attention, soyons attentifs à ces problématiques. Alors, ce que montre ce graphique, justement sur les parts de marché, sur les produits, eh bien, globalement, c'est que quand on regarde l'évolution des parts de marché, on était sur
avant crise on n'était pas les marchés où on était n'étaient pas forcément les bons, hein, puisqu'on avait une contribution négative, les produits, on perdait des parts de marché, on n'était pas sur les bons produits au bon endroit, ça se confirme après crise, et la spécialisation dans laquelle on se situe se dégrade, et donc on est plus sur les bons produits au bon endroit systématiquement, c'est-à-dire que on n'a pas de produit de rattrapage. Avant la crise, on avait quelques éléments qui nous permettaient de rebondir, hein, notamment sur la spécialisation géographique. Là, c'est plus le cas. Donc on perd un petit peu sur tous les tableaux. Autre élément fort alors on a ce constat de perte de part de marché et ce constat sur les coûts salariaux. Et là, les deux graphiques vont de pair. Vous avez à gauche l'évolution des coûts salariaux dans les principaux pays de la zone euro, plus la zone euro en elle-même. Et vous voyez qu'il y a des ajustements qui s'opèrent, en Espagne notamment. Il y en a d'autres dans d'autres pays, hein, comme l'Irlande, mais on est dans une phase d'ajustement. Les coûts salariaux français restent forts, et on voit sur le graphique de droite que ces coûts salariaux augmentent plus rapidement que la productivité. C'est un signal de déséquilibre assez fort qu'on avait déjà constaté. C'est des points qu'on avait déjà observés, mais qui ici sont clairement indiqués. Alors, l'autre point que souligne le rapport de la Commission, c'est que le coût, les charges salariales sont très élevées. Hein, ça représente l'évolution des charges salariales à la charge de l'entreprise. Hein, pas simplement c'est pas la partie cotisation salariale, c'est les charges salariales à la charge de l'entreprise, en plus de ce qui vous est versé comme salaire. Et on voit qu'on est sur des niveaux qui sont extrêmement élevés. Et ce que dit la Commission, c'est que voilà, c'est une source de pénalisation de l'économie française. Donc on a des charges salariales qui augmentent et des coûts, une profitabilité des entreprises qui a tendance à baisser, comme on le voit sur ce graphique. Et ce que dit la Commission européenne très simplement, c'est de dire, voilà, on a des coûts salariaux qui ont tendance à augmenter bien plus rapidement que la productivité, et ça, comme les entreprises n'ont pas forcément une très bonne spécialisation en termes de produits, en termes de géographie, eh bien, elles ne peuvent pas répercuter ces hausses de prix, ces hausses de coûts dans leurs prix. Et donc, elles pincent leur marge, c'est ce qu'on voit depuis longtemps, et elles pincent leur marge, ce qui réduit leur capacité d'innovation et de réactivité face à l'environnement. Ça, c'est un aspect intéressant. Ça veut dire que, globalement, on a une dynamique non vertueuse qui se met en place, avec des coûts salariaux qui continuent de progresser, ce qui ne permet pas aux entreprises de récupérer des marges, et donc qui ne leur permet pas de sortir de la gamme de produits moyens dans laquelle se situe l'économie française, et donc gamme de produits très moyens qu'elle est obligée de faire payer à des prix importants pour couvrir une partie des coûts salariaux, et qui sont concurrencés par des produits parfois de bonne qualité et moins chers qui viennent de certains pays émergents. Donc là, il y a une situation compliquée à appréhender, mais on voit bien la problématique posée, de se dire, voilà, quand on subit un choc, eh bien, on n'a pas cette capacité spontanément à réagir parce que les marges des entreprises sont très faibles. C'est un point qu'on a déjà développé ici, et ce que dit la Commission, c'est que dans cette situation, dans ces conditions, eh bien, l'absence de marge va peser sur l'investissement, et en pesant sur l'investissement, ça limitera la capacité de rebond de l'économie française. Et donc, il y a clairement des changements à opérer dans la répartition de la valeur ajoutée,
c'est un point qu'on a déjà développé ici, mais que la Commission met en avant et sur lequel il faut être très, très clairement attentif parce que c'est une source de fragilité pour l'économie française sur sa capacité à la fois à innover et à résister à tout choc extérieur. C'est cette problématique-là qui est posée par la Commission européenne et qui dit, bah, globalement, quand on regarde l'économie française, j'avais fait un petit schéma que j'ai pas eu le temps de mettre de mettre sur la présentation. Mais ce que dit la Commission, c'est que on a des coûts de fonctionnement qui sont élevés, ce qui pénalise les entreprises en matière d'innovation, en matière de disponibilité de capacité à investir et à innover. Et puis dans le même temps, c'est une source d'inertie et donc d'absence de flexibilité de l'économie française à s'ajuster, hein, parce que vous avez des coûts qui continuent d'augmenter. Et donc on a une situation un peu plutôt rigide sur cette économie française, d'où la nécessité, et ça je reviens là-dessus, je l'ai déjà évoqué, mais sur la nécessité de mettre en place une dynamique probablement plus flexible. Alors, pas une flexibilité à l'américaine ou je ne sais quoi, simplement être capable de s'adapter très vite à un environnement qui change et à se donner les moyens pour que l'économie française puisse s'adapter et s'ajuster à un environnement très, très changeant. C'est cette question-là qui est posée aujourd'hui. C'est pas de se dire on est nul, non, c'est pas ça, c'est que les inerties font que on a du mal à s'adapter et à être réactif à un environnement extérieur qui peut être complexe à appréhender avec une concurrence qui a changé de nature, etc. Et c'est cette problématique-là qui est posée aujourd'hui à l'économie française et que met en avant de manière très claire la Commission européenne, c'est-à-dire globalement, on est dans une situation où on a perdu progressivement la capacité de réagir, la capacité de s'adapter, à nous de retrouver ces situations et à nous de faire de telle sorte qu'on retrouve des marges de manœuvre. Alors, ce que dit la Commission, c'est que les premières mesures qui ont été prises, que ce soit le crédit d'impôt, productivité et emploi, que ce soit l'accord sur le marché du travail, celui qui vient d'être adopté par l'Assemblée, vont dans le sens d'une flexibilité un peu plus forte et d'amélioration des marges des entreprises, hein, puisque globalement les 20 milliards de crédits d'impôt vont permettre une amélioration des marges des entreprises. Et la flexibilité va être un premier élément pour essayer de s'adapter. Mais voilà, ce que dit la Commission et ce que j'ai déjà évoqué, c'est qu'il faut aller plus loin pour éviter que ces mesures ne soient un coup d'épée dans l'eau et ne se transforment au bout de 1 ou 2 ans en une opération blanche. Hein. La problématique qui est posée ici, c'est celle qu'on observait dans les années 80 quand on regardait les dévaluations. On a tous appris, quand on a fait un peu d'économie, qu'une dévaluation c'était une courbe en J. On était d'abord déficitaire parce que les coûts des importations augmentaient, et puis après on devenait excédentaire parce que les produits devenaient plus compétitifs à l'export. Ce qu'on observait dans les années 80, c'est qu'on avait ce début de courbe en J, et puis après, comme rien n'était fait, eh bien on revenait à la situation initiale, et on était plutôt sur une courbe en S, c'est-à-dire qu'on revenait au point de départ, après avoir bénéficié après avoir eu un déficit, puis un excédent. Sur les mesures qui sont prises aujourd'hui, je pense au crédit d'impôt, eh bien ce crédit d'impôt n'aura de sens que si effectivement les réformes sur le marché du travail passent, si on améliore la flexibilité de l'économie française pour que effectivement elle puisse réallouer des ressources plus facilement d'un secteur à un autre. Ces éléments-là ne sont pas vraiment compris dans l'accord sur l'emploi, mais voilà, c'est cette question-là qui est posée, c'est de se dire finalement quand on subit un choc, est-ce que ça
est-ce que est-ce que le secteur qui subit le choc peut se redresser ou pas? C'est cette question-là. Donc, s'il ne peut pas se redresser, il faut vite réallouer ses ressources sur d'autres secteurs qui vont rebondir. Si on n'est pas capable de le faire, et pour l'instant on ne semble pas très capable de le faire, eh bien le choc génère une inertie dans l'économie française et une incapacité à retrouver une allure plus favorable. Et ce que dit la Commission européenne, c'est que si on va dans ce sens-là, si on reste sur cette dynamique-là, eh bien on peut être préoccupé sur la capacité de l'économie française à rebondir. Et il y a une note très récemment de mon ami Laurence Boone qui montrait bien ça en disant, voilà, l'enjeu, et on comprend bien la problématique, elle avait un peu formalisé, c'est pour ça que je le cite, et l'enjeu majeur, reste l'investissement, et tant que les marges sont aussi faibles, les entreprises n'investiront pas, et si elles n'investissent pas, on ne peut pas faire l'hypothèse qu'on aura de l'investissement et donc une capacité à croître fortement demain. Voilà ce que je voulais évoquer. Tout ceci sera formalisé dans un papier que je mettrai sur mon blog, j'espère ce soir. Voilà ce que je voulais évoquer. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, donc tout le monde est endormi. Pas de souci. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conférence call. Et puis bonne semaine, et puis n'hésitez pas à aller visiter le blog. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont inscrits, mais pour les autres, ça peut être une incitation. Au revoir à tous.